Alors, bonsoir tout le monde. C'est vraiment un grand plaisir ce soir d'aborder un sujet extrêmement important, les soins palliatifs, un domaine qui n'est pas toujours très connu dans le monde médical, ou bien souvent connu mais peu pratiqué, très peu de centres sur le continent. Et dans le cadre de nos activités du REPREMAF, nous avons pensé à traiter un sujet, donc un webinaire donc à ce sujet, en collaboration avec l'association marocaine des soins palliatifs, avec toute l'équipe de l'unité des soins palliatifs du CHU Ibn Rushd de Casablanca et du centre de traitement des cancers. C'est vraiment un grand plaisir et un honneur pour nous. Voilà, donc aujourd'hui, le programme, chacune des présentations va durer 40 minutes, donc 30 minutes de présentation, ensuite 10 minutes de questions-réponses. Et on va commencer par le thème rapidement de Dr Soumia Al-Khattab, qui est médecin au niveau de l'unité des soins palliatifs du CHU de Bounrouchoud. Et le thème qu'elle va nous traiter porte sur comment aborder une douleur cancéreuse. Voilà, donc on vous passe la parole. Docteur Soumia Al-Khattab. Et Bon, tous nos remerciements vraiment pour votre euh, disponibilité très précieuse, donc toutes les trois et toute votre équipe au CHU Boundrouchoud. Ça nous va droit au cœur et cela va certainement contribuer donc à l'amélioration des prestations au niveau des agents de santé au niveau du continent. Voilà, merci. Nous vous passons la parole. Moi, je suis là en tant que modérateur. Je suis Dr Soumaïla Boubacar. Merci. merci beaucoup, Dr Soumeila. C'est un honneur pour nous de répondre à votre invitation. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de commencer ma première présentation qui va traiter le sujet suivant, comment aborder une douleur liée au cancer. Nous savons tous que malgré la grande importance accordée à la prise en charge de la douleur liée au cancer, il existe des preuves suggérant que ces douleurs restent sous-traitées et mal gérées. On estime que plus de la moitié des patients sous traitement anticancéreux ressentent une douleur, 80% en stade avancé et 33% après avoir reçu un traitement curatif. Parmi les limites de la prise en charge de la douleur cancéreuse, on a la crainte des professionnels de la santé quant à la prescription des opioïdes, ce qui conduit à une réticence. Nous savons tous qu'une douleur non traitée, mal contrôlée, est une grande source d'handicap pour le patient, ce qui altère profondément sa qualité de vie, d'où le rôle de soins palliatifs précoces et efficaces pour pallier ce symptôme redoutable. La définition de la douleur, selon l'Association internationale de l'étude de la douleur datant de 1979, définit la douleur comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire réel ou potentiel ou décrit en termes d'un tel dommage. Ceci dit, que l'expérience de la douleur, elle est purement personnelle et que le constat fait sur une douleur par un patient doit être respecté et sur la base de sa parole de ce constat qu'on va le traiter. Cicely Saunders, qui est la pionnière des soins palliatifs. Excusez, votre caméra n'est pas activée. Excusez de vous avoir interrompu. D'accord. Cicely Saunders, qui est la pionnière des soins palliatifs, a évoqué le concept de douleur totale. La douleur totale, pour elle, c'est le résultat de la douleur psychologique du patient, physique, spirituelle. Toutes ces différentes composantes vont interagir avec elle, ceci dit que la douleur du patient cancéreux, c'est une douleur globale qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire. Les causes de la douleur cancéreuse. On a des causes liées au cancer, comme la tumeur primitive, la tumeur osseuse, l'infiltration, 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 la tumeur primitive, la tumeur osse
Pardon, j'ai un problème au niveau de la diaporama. Elle est bloquée chez moi. Donc, vous êtes déjà à la 5e diapo. C'est bon maintenant? C'est lié un peu à la machine, je crois. Sauf qu'il y a un problème pour les animations, ils sont bloqués. Je pense que la plateforme, en fait, utilise seulement la diapo, hein, la diapo vraiment entière. C'est pas grave. D'accord. Pour les causes de la douleur cancéreuse, on a des causes liées au cancer, comme les tumeurs osseuses, l'infiltration des tissus creux, l'infiltration ou l'inflammation du péritoine, qui est responsable de la douleur de la carcinose péritonéale, l'infiltration et l'occlusion des vaisseaux sanguins, et même l'inflammation et l'ulcération des nécroses et nécrose des muqueuses. Parmi les causes de la douleur cancéreuse qui sont liées au traitement, on a la douleur cancéreuse liées à la radiothérapie, comme la dermite post-radique, les douleurs post-chimiothérapie, qu'on connaît bien, ce sont les neuropathies chimio-induites, et les douleurs après chirurgie. Je donne l'exemple des sarcomes après amputation, on a la douleur du membre fantôme. Les autres causes de la douleur, on a les douleurs qui sont liées à comorbidité que présente le patient, à l'infection herpétique suite à l'immunodépression, à l'immobilité prolongée. Ceci dit, que la douleur cancéreuse, pour résumer, c'est une douleur chronique, instable, qui est liée à la tumeur chez 3/4 des patients. Pour ce qui est du mécanisme physiopathologique de la douleur, on peut différencier la douleur selon qu'elle soit une douleur nociceptive somatique, une douleur nociceptive viscérale ou bien une douleur neuropathique. Pour l'évolution de la douleur dans le temps, on a une douleur de fond et des accès douloureux paroxystiques qui peuvent être imprévisibles, comme les accès douloureux qui surviennent après un effort de toux ou bien de d'éternuement, ou des accès douloureux prévisibles. Je donne l'exemple des douleurs induites par les soins, ou bien une douleur qui est induite par la marche ou la mobilisation d'un membre. Alors, pour la douleur par excès de nociception, c'est le résultat d'une stimulation de nocicepteurs. Elle va se manifester par une douleur ayant un rythme mécanique ou inflammatoire, et sa topographie ne va pas respecter une systématisation neurologique. Pour la douleur neuropathique, c'est le résultat d'une lésion du système nerveux soit central ou périphérique, qui aura un rythme continu ou paroxystique, par exemple un type de décharge électrique, et sa topographie, elle va suivre la systématisation neurologique d'un nerf, d'un tronc nerveux ou bien d'une racine nerveuse. L'examen clinique en cas de douleur par excès de nociception retrouve un examen neurologique qui est normal et c'est une douleur qui est reproductible. L'exemple d'une douleur par excès de nociception, c'est la douleur des métastases osseuses, la douleur de la carcinose péritonéale et des métastases hépatiques. La douleur neuropathique, à l'examen clinique, on va trouver une anomalie à l'examen neurologique. Par exemple, une hyposensibilité tactile, une allodynie ou une hyperalgésie. Les douleurs neuropathiques sont représentées par les plexopathies brachiales qu'on retrouve dans les tumeurs pulmonaires ou bien les tumeurs du sein, les plexopathies lombosacrées retrouvées dans les tumeurs pelviennes et la compression médulaire. Alors, la douleur cancéreuse va évoluer dans le temps sous forme d'une douleur de fond. Cette douleur de fond, c'est une douleur qui est continue,
qui va exiger un traitement antalgique réglé, un traitement de base et non pas la demande, avec la possibilité d'administrer pour le contrôle de cette douleur des doses de secours ou bien des médicaments coadjuvants. La douleur de fin de dose, c'est une douleur qui va apparaître en cas de prise de traitement antalgique fixe juste avant l'horaire de la prise. Les accès douloureux paroxystiques sont une exacerbation transitoire et de courte durée de la douleur, dont l'intensité peut être modérée à sévère et qui vont survenir sur une douleur de fond stable, c'est-à-dire qu'il est bien maîtrisé par un traitement opioïde fort. La représentation en bas, le rectangle en rouge représente la douleur de fond avec une schématisation des accès douloureux paroxystiques associés au cancer sous forme de triangle rouge. La présence d'accès douloureux paroxystiques ne signifie pas que la douleur de fond n'est pas contrôlée, parce que la caractéristique de la douleur cancéreuse, c'est malgré que le patient peut être sous un traitement de fond qui va contrôler la douleur de fond, il peut y avoir survenue d'accès douloureux paroxystiques. Et c'est lorsque le nombre d'accès paroxystiques dépasse 4 par jour, c'est là qu'on peut parler d'une douleur de fond qui n'est pas contrôlée. Alors, pour ce qui est de l'évaluation de la douleur, devant une douleur, bien sûr, on doit définir la localisation de la douleur. Ça peut être fait par la cartographie numérique, corporelle numérique. On doit bien sûr évaluer l'intensité de la douleur. Ça peut être fait soit par des échelles d'évaluation unidimensionnelles comme l'échelle visuelle analogique, l'échelle verbale simple ou bien l'échelle numérique, ou bien des échelles d'hétéroévaluation comme l'AlgoPlus et le DoloPlus qu'on fait chez les patients qui ne peuvent pas communiquer, présentant des troubles de communication, ou bien les enfants et les sujets âgés. La description de la douleur va permettre de différencier entre une douleur nociceptive viscérale, somatique ou bien une douleur neuropathique. L'évaluation doit bien sûr se faire aussi au niveau de l'accès douloureux paroxystique. Est-ce que c'est un accès douloureux paroxystique nociceptif, neuropathique, son intensité? Et ceci peut être fait par l'Alberta Breakthrough Pain Assessment. L'évaluation de la douleur, l'évaluation du traitement aussi et de son action sur la douleur et de son action sur l'exacerbation, et bien sûr l'évaluation des effets secondaires, et bien sûr, on doit évaluer l'impact de cette douleur sur l'activité fonctionnelle de ce patient parce que on doit préserver sa qualité de vie. Alors, l'optimisation de la douleur, si on peut la résumer, c'est une optimisation en 5A. L'optimisation du traitement antalgique, en évaluant la douleur pour choisir le meilleur traitement antalgique pour cette douleur. On doit bien sûr bien informer le patient des effets secondaires, essayer de les traiter par anticipation et le rechercher lors de chaque consultation. Bien sûr, l'information du patient permettra d'éviter une utilisation aberrante du traitement prescrit. Il faut évaluer l'activité du patient et l'impact de cette douleur sur sa fonctionnalité pour préserver un minimum d'activité. Et bien sûr, une prise en charge globale et psychologique pour le patient parce qu'on sait très bien que l'humeur agit sur le contrôle de la douleur. Alors, l'évaluation de la douleur. Après avoir évalué la douleur, on va la traiter. Le traitement de la douleur cancéreuse va respecter l'échelle des 3 paliers de l'OMS. Le palier 1, qui est représenté par le paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, en association ou non avec les co-antalgiques, c'est pour traiter les douleurs légères dont l'EVA est inférieur ou égal à 3. Le palier 2, il est représenté par les opioïdes faibles, qui sont le tramadol et la codéine. C'est pour les douleurs modérées, lorsque l'EVA est entre 4 et 6. Le palier 2, bien sûr, avec ou non les antalgiques du palier 1.
et avec ou non les coantalgiques. Le palier 3, qui est représenté par les opioïdes forts, c'est pour le traitement des douleurs intenses dont l'EVA est supérieur à 6. Alors, la situation la plus fréquente, c'est qu'on est devant un patient adulte, naïf de morphine, qui présente une douleur non urgente et dont l'EVA est supérieur ou égal à 7. Pour les opioïdes faibles, on a plusieurs des présentations galéniques. On a pour le tramadol, il existe sous forme de comprimé, de gélules à libération rapide, à libération prolongée ou bien sous forme de gouttes. Il a un temps de demi-vie de 5 à 6 heures. Son métabolisme est principalement hépatique. La dose maximale, c'est 400 mg par 24 heures. Et bien sûr, les principaux effets secondaires sont les nausées, vertiges, la constipation, la confusion. Il faut garder en tête toujours la baisse du seuil épileptogène chez les patients qui présentent une épilepsie ou bien qui ont des métastases cérébrales. Pour la codéine, sa présentation galénique est sous forme de comprimé en association avec le paracétamol. Elle a un temps de demi-vie de 4 heures, métabolisme hépatique. La dose maximale, c'est 4 grammes de paracétamol par jour et 240 mg de codéine. Et les principaux effets secondaires sont la constipation, la somnolence et l'euphorie. Il faut savoir que le palier 2 est un grand sujet de controverse parce que selon un essai clinique randomisé réalisé en 2016, ayant évalué le traitement par des non-opioïdes associés aux opioïdes faibles, par comparaison aux non-opioïdes seuls, il n'y avait pas de différence significative. Le palier 2, son efficacité ne dépasse pas 40 jours. Ceci dit que les experts disent, de préférence, il faut commencer par de faibles doses d'opioïdes forts, même pour une douleur modérée. Alors, devant une douleur non contrôlée sous palier 2, une douleur qui était modérée et qui devient plus contrôlée sous palier 2, on a deux cas de figure. Soit on va commencer par une titration par morphine à libération rapide, ou on peut faire une rotation du palier 2 au palier 3 grâce au coefficient de conversion. Je suis désolée parce que l'animation va cacher le tableau, mais le tableau, il y a les coefficients de conversion. Pour le tramadol, le coefficient de conversion, c'est 1/5. Et pour la codéine, c'est 1/6. L'exemple va illustrer ça. On a, par exemple, chez un patient qui avait une douleur qui n'est plus contrôlée, avec un EVA qui est passé à 8/10 et qui prend 4 prises de tramadol 50 par jour. Alors, pour calculer l'équivalent de dose de morphine, on va prendre la dose de 50 mg fois 4, c'est 4 prises. Et bien sûr, on doit la multiplier par le coefficient de conversion du tramadol qui est le 1/5. Ça donne 40 mg. Ceci dit que le patient, on peut le mettre sous morphine à libération prolongée de 2 mg. C'est 2 comprimés de moscantin 10 mg toutes les 12 heures. Quand est-ce que peut-on prescrire les opioïdes forts? Alors, les opioïdes forts sont prescrits lorsque les antalgiques palier 1 et palier 2 deviennent inefficaces, même en association avec les coantalgiques. Les opioïdes peuvent être prescrits d'emblée si la douleur est modérée selon l'avis des experts sans risque accru des effets secondaires. Et ils doivent être envisagés comme traitement de première intention en cas de douleur cancéreuse, quelle que soit l'intensité de la douleur. Les opioïdes forts représentent le pilier de l'analgésie,
Plusieurs molécules sont disponibles. On a la morphine, le fentanyl, l'oxycodone, la méthadone. Selon les guidelines de l'ESMO de 2018, il n'existe pas de supériorité en termes d'efficacité entre ces différentes molécules. Et bien sûr, la compréhension du métabolisme de chaque molécule, de sa pharmacocinétique et de son mode d'élimination va permettre de sélectionner le meilleur opioïde pour le meilleur profil du patient. La prescription des opioïdes, bien sûr, se fait sur un carnet à souche. C'est un carnet qui est réservé aux prescriptions du tableau B, contenant deux parties, le talon qui reste sur le carnet et bien sûr, la partie en bas qui est détachable, c'est l'ordonnance qu'on délivre pour le patient. Pour les présentations galéniques des morphiniques, des opioïdes qui sont commercialisés au Maroc, on a la morphine injectable qui se vend sous forme d'ampoule de 10 mg par ml. Elle a un délai d'action de 7 à 10 minutes. Et bien sûr, elle peut être administrée soit par voie intraveineuse ou bien par voie sous-cutanée. Son intervalle d'administration est de 4 heures ou elle peut être administrée de façon continue grâce à une pompe élastomérique ou bien une seringue autopousseuse. La morphine à libération rapide sous forme de comprimé, il existe en comprimé sécable de 10 et de 20 mg. Son délai d'action est de 30 minutes. Elle atteint sa concentration maximale au bout de 48 minutes à 2 heures avec un intervalle d'administration de 4 heures. La morphine à libération prolongée, c'est le Mouscontin. Il existe en plusieurs dosages, le 10, le 30, le 60 et le 100 mg. Il a un délai d'action de 2 à 3 heures. Sa concentration maximale est atteinte au bout de 2 à 4 heures avec un intervalle d'administration de 12 heures. Pour le fentanyl, il existe en deux formes. Le dispositif transdermique, dosé à 25, 50, 75 et 100 microgrammes. Son délai d'action est de 12 à 15 heures. Ça veut dire qu'après avoir placé le patch, l'effet antalgique va commencer au bout de 12 heures. Sa concentration maximale, elle est atteinte au bout de 12 à 24 heures et son intervalle d'administration est toutes les 72 heures. Le fentanyl transmuqueux, il existe en forme de comprimé de 100 et de 200 microgrammes. Il a un délai d'action de 5 à 15 minutes, une concentration maximale atteinte au bout de 20 à 40 minutes avec un intervalle d'administration de toutes les 4 heures. La morphine qui représente le médicament de départ de choix chez tout patient naïf d'opioïdes. Il faut toujours privilégier la voie orale, titrée par de petites doses de 5 à 10 mg. Et lorsque la douleur est très intense, on peut procéder à une titration par voie sous-cutanée ou intraveineuse à raison de 2 à 5 mg par prise. Sauf qu'il faut toujours privilégier la voie orale pour commencer une titration chez un patient naïf d'opioïdes. Pour la méthode de la titration, on a deux méthodes. La première, ça consiste à une administration de morphine à libération prolongée de 5 à 10 mg toutes les 4 heures. Pour les patients jeunes, c'est 10 mg et lorsque le patient est âgé de plus de 65 ans, on commence par 5 mg. On donne aux patients la dose de 5 à 10 mg toutes les 4 heures. Cette dose, on peut la renouveler au bout d'une heure jusqu'à atteindre du soulagement. Et on va réévaluer au bout de 24 heures à 48 heures. Par exemple, si on commence l'administration de la morphine à libération rapide à 8 heures du matin, si ensuite cette technique, la première technique de titration qui consiste à administrer toutes les 4 heures, ça veut dire qu'on va donner un comprimé à 8 heures, à midi, à 16 heures, à 20 heures et à minuit, jusqu'à 8 heures du matin, avec la possibilité d'administrer des interdoses à 1 heure d'intervalle si le patient présente une douleur. Ça veut dire s'il prend un comprimé à 8 heures et il a toujours mal, à 9 heures, il a le droit de prendre un deuxième comprimé. Ensuite, après 24 heures à 48 heures, on va faire la somme de toute la dose qu'a pris le patient et on va la diviser sur 2 si on fait une évaluation de 24 heures. Ça va nous donner la dose de morphine à libération prolongée qu'on peut administrer pour le patient sur 12 heures.
Cette représentation schématique, c'est l'évolution de la concentration de la morphine. Pourquoi on donne un comprimé toutes les 4 heures? Ceci est expliqué par le fait que, après chaque administration, la concentration de la morphine va augmenter jusqu'à atteindre une concentration maximale, ce qu'on appelle un effet plateau. Cet effet plateau pour la morphine à libération rapide, il n'est pas atteint qu'au bout de 4 à 5 demi-vies. Pour ce qui est de la deuxième technique de titration, c'est ce qu'on utilise au Maroc parce que les Marocains sont des métaboliseurs lents de morphine et ils tolèrent mal, ils présentent beaucoup d'effets secondaires. On préfère cette technique de titration qui est plus lente et ça permet de gérer les effets secondaires. La technique qu'on utilise à l'unité de soins palliatifs de Casablanca, c'est qu'on demande aux patients de prendre 5 à 10 mg de morphine à libération rapide en cas de douleur. Pas d'administration de toutes les 4 heures. Non, il prend le comprimé en cas de douleur. On lui demande de ne pas dépasser 6 prises par 24 heures. Et au bout de 24 heures à 48 heures, le patient va nous ramener le résultat de titration. Ça veut dire qu'à chaque fois, il va sentir la douleur, il va prendre un comprimé de céphrédol ou de morphine à libération rapide, il va noter l'horaire, le jour et l'horaire de cette prise. Et après 24 heures, 48 heures, on va réévaluer. La dose totale de morphine à libération rapide de 24 heures divisée par 2, elle va nous donner la dose de morphine à libération prolongée qu'on peut administrer chez le patient toutes les 12 heures. Pour illustrer ça, je prends le premier exemple de titration. C'est un carnet de suivi de morphine ramené par un patient. On a écrit ici le jour, c'est le vendredi. Le patient a commencé sa titration à 2 heures du soir. Il a pris un comprimé à 2 heures, à 9 heures, à 16 heures, à 19 heures et à 21h30. Le samedi, le patient a pris le premier comprimé à 3 heures du matin, à 9 heures, à 14 heures et à 17 heures. Sur 24 heures, c'est ce qui est entouré par le rectangle rouge, le patient a pris 6 fois la morphine à libération rapide. Admettons que chez ce patient, on a fait une titration par 10 mg. Le résultat de la titration, c'est 10 mg par prise, fois 6 prises sur 24 heures. Ça va nous donner 60 mg. C'est 60 mg par 24 heures qu'a pris ce patient. Alors, pour passer de la morphine à libération rapide à la morphine de libération prolongée, on va diviser cette dose par 2. Ça donne 60 mg divisé par 2, c'est 30 mg toutes les 12 heures. Ça veut dire qu'on va mettre ce patient sous Moscantin, morphine à libération prolongée, 30 mg toutes les 12 heures. On demande au patient de le prendre à heure fixe toutes les 12 heures. Chez nous, à l'unité de Casa, on s'est mis d'accord que la majorité de nos patients prennent la morphine à libération prolongée à 9 heures du matin et à 21 heures du soir. C'est un comprimé de Moscantin 30 toutes les 12 heures avec, bien sûr, une dose de secours, parce qu'on a dit que parmi les caractéristiques de la douleur cancéreuse, c'est la présence d'accès douloureux paroxystiques. Ce patient aura besoin de doses de secours qui vont représenter 1/6 à 1/10 de la dose totale. Comment calculer la dose de secours? On va prendre ce 60 mg de morphine qu'a pris le patient par 24 heures, on doit la diviser soit par 6 ou bien par 10, ce qui va donner approximativement 10 mg. Ça veut dire que l'ordonnance de ce patient sera Moscantin 30 mg toutes les 12 heures et le céphrédol 10 mg en cas d'accès douloureux paroxystique associé au cancer. Voici un deuxième exemple de titration chez un patient chez qui on a titré par 5 mg. C'est un patient dont l'âge est supérieur à 65 ans. On a le premier jour, qui est le Jumu'ah, vendredi, le patient a pris un demi-comprimé à 20 heures du soir. Le samedi, il a pris un demi-comprimé à 9 heures du matin et un demi-comprimé
à 14 heures. Le dimanche, il a pris 3 demi-comprimés. Alors, sur 24 heures, le patient ne dépasse pas 2 demi-comprimés. Ça veut dire un comprimé de 10 mg. Alors, pour les résultats de titration chez ce patient, on va garder le patient sous morphine à libération rapide, 5 mg à la demande, parce que la petite dose disponible de morphine à libération prolongée, qui est commercialisée, c'est 10 mg toutes les 12 heures. Ça veut dire que le patient doit être au moins doit prendre au moins 20 mg dans la totale de 24 heures pour qu'on puisse le mettre sous morphine à libération prolongée. Sauf que ce patient, il n'a pris que 10 mg maximum par 24 heures. C'est pourquoi on va le laisser sous morphine à libération rapide, qui est le Sevredol, à la demande. Ça, c'est un exemple de carnet de suivi de traitement d'un de nos patients. Dans l'image qui est au milieu, on trouve que le premier jour, il a écrit qu'il a pris un comprimé à 14 heures, un comprimé à 18 heures, un deuxième à 2 heures de soir. Le deuxième jour, 4 prises. On a fait le résultat de la titration en se basant sur les notes du patient du premier et du deuxième jour. Le deuxième jour, bien sûr, on a commencé la morphine à libération prolongée. On remarque que le troisième jour, le patient n'a pris aucun comprimé de morphine à libération rapide. Ça veut dire qu'il n'a fait aucun ADPC. Le quatrième jour, un seul ADPC. On remarque très bien qu'après avoir introduit la morphine à libération prolongée, qui est le traitement de base, le patient n'a pas besoin de beaucoup de morphine à libération rapide parce que sa douleur est devenue contrôlée sous traitement de fond. Aussi, c'est un autre exemple de titration de morphine à libération rapide d'une patiente qui l'a schématisée, qui l'a embellie, malgré que la douleur, c'est une expérience qui est redoutable. La patiente a pris la peine et le temps de noter les prises et de les colorier. C'est la photo de Dr Mshissi Mohamed, qui était un médecin avec nous à l'unité de soins palliatifs, avec une patiente analphabète qui a ramené le résultat de titration de morphine à libération rapide sous forme d'une ligne de croix et de plus. J'ai projeté cette image pour dire que la titration peut être faite même par des patients qui sont analphabètes. Par la simple communication avec la patiente, on a pu su et déduire combien a pris le patient sur la durée de titration de 48 heures. Pour vous dire que la titration n'est pas aussi difficile, tout le monde peut faire une titration, il faut juste de la communication. Pour ce qui est bien sûr des interdoses, après avoir prescrit un traitement de fond, l'interdose, on a dit qu'elle doit représenter 1/10, 1/6 de la dose totale d'opioïdes administrée par 24 heures. Si le patient présente plus de 4 accès douloureux paroxystiques par jour, on juge que sa douleur de fond est mal contrôlée. Ceci dit, qu'il faut augmenter la dose de base de 25 à 50%. La titration par voie injectable peut être faite dans des situations bien particulières, par exemple en cas de vomissement incoercible, en cas de dysphagie, de fausse route, en cas de confusion sévère, d'occlusion intestinale ou bien d'une douleur très intense. La voie sous-cutanée, c'est la voie de première intention lorsque la voie orale elle est impossible parce qu'elle est moins invasive. La dose qu'on administre par voie sous-cutanée est l'équivalente de la moitié de la dose administrée par voie orale. Alors, pour ce qui est de la titration, ça consiste à injecter 5 mg de morphine, ça veut dire 0,5 ml, en cas de douleur sans dépasser 6 injections par 24 heures. Docteur Soumia, vous êtes à 34 minutes. Il vous reste encore 10 diapos, donc juste pour vous informer. D'accord, je vais essayer de faire vite. D'accord, merci. Voici, c'est un exemple de titration de morphine injectable ramenée par un patient. Il a écrit les jours et les horaires.
Pour le fentanyl transdermique, il a une durée d'action de 72 heures. Son excrétion est rénale et est prédominante sous forme de métabolites inactifs. Il n'a pas de passage intestinal, donc pas de constipation. Son délai d'action est de 12 à 15 heures. Alors, c'est pourquoi il faut bien sûr faire attention à cette particularité parce que lors de l'ablation d'un patch, le produit est stocké sous la peau et va continuer à diffuser pendant environ 17 heures, même si on a enlevé le patch. Je donne un exemple, le même exemple de titration présenté chez le premier patient. Si on veut mettre le patient sous fentanyl transdermique. Le patient, il a fait 6 prises de morphine à libération rapide, on a 60 mg. La dose équivalente de morphine est égale à la dose de fentanyl, elle est égale à la dose de morphine divisée par 2. Ça veut dire 60 mg de morphine divisé par 2, c'est 30. Approximativement, il est proche de 25 parce que les patchs commercialisés, c'est 25, 50 et 75 mg. La dose la plus proche, c'est 25 microgrammes toutes les 72 heures. Pour le traitement des accès douloureux paroxystiques, par définition, les accès douloureux paroxystiques, c'est une exacerbation de la douleur brutale qui va survenir en 3 minutes, durer 30 minutes et qui va s'estomper en moins d'1 heure. C'est quoi l'opioïde de choix qu'on doit utiliser pour traiter un accès douloureux paroxystique? La morphine, si on prend l'exemple de la morphine, elle a un délai d'action de 30 à 45 minutes. L'accès douloureux par définition, il va durer 30 minutes. Alors, lorsque le patient va prendre le comprimé de Sevredol, c'est parfois jusqu'à la fin de l'accès douloureux paroxystique que va augmenter la concentration de la morphine. Ceci dit que le profil pharmacocinétique de la morphine ne va pas avec l'accès douloureux paroxystique. Par opposition au fentanyl transmuqueux, qui a un délai d'action de 5 à 15 minutes avec une concentration maximale qui est atteinte au bout de 20 à 40 minutes. Si on voit sur la représentation à droite, on a le triangle en rouge qui représente l'accès douloureux paroxystique et celui en jaune qui représente l'évolution de la pharmacocinétique du fentanyl. Ils sont superposables. Ceci dit que le fentanyl transmuqueux, c'est l'opioïde de choix pour le traitement d'accès douloureux paroxystique. La titration de fentanyl par voie transmuqueuse, elle a une technique bien différenciée. On commence par une dose de 100 microgrammes. Bien sûr, le fentanyl transmuqueux, on ne peut pas l'utiliser chez n'importe quel patient. Les patients doivent être au moins sous une dose de morphine à libération prolongée de 60 mg par jour pour commencer une titration par fentanyl transmuqueux. On administre la dose de 100 microgrammes. Et on évalue après 15 à 30 minutes. Si le patient est soulagé, ceci dit que 100 microgrammes, c'est la dose qu'il lui faut pour traiter son accès. Si le patient n'est pas soulagé, on ajoute un deuxième comprimé de 100 microgrammes et on doit attendre 4 heures. Après 4 heures, s'il est survenu d'accès douloureux paroxystique, le patient doit prendre directement 200 microgrammes. Et on va évaluer après 15 à 30 minutes. Accès douloureux contrôlé, 200 microgrammes, c'est la dose qu'il lui faut pour le traiter. Si l'accès douloureux n'est pas contrôlé, on ajoute un deuxième comprimé de 100 microgrammes et on doit attendre 4 heures, et ainsi de suite. Pour la rotation d'opioïdes, elle est faite en cas de perte d'efficacité de l'opioïde, ou bien en cas de problème de mauvaise observance, lorsque la voie orale ou bien il y a survenu de vomissement, on peut faire une rotation d'opioïdes. Ceci peut être fait grâce au coefficient, bien sûr, de conversion d'équivalence entre les différents opioïdes. Exemple, on a 180 mg de morphine, elle est équivalente à 75 microgrammes de fentanyl. Parce que le fentanyl, il est 100 fois plus puissant que la morphine. Alors, par exemple, si on a un patient qui est sous 180 mg de morphine, on va diviser 180 mg de morphine par 100, parce que le coefficient de conversion, c'est 1 sur 100. Ça va nous donner 1800 microgrammes par 24 heures et c'est 75 microgrammes par heure. Ça veut dire, si c'est un patient, on a un patient sous 180 mg de morphine par jour, si on veut faire une rotation d'opioïdes, on va le mettre sous 75 microgrammes par heure. Une astuce très simple pour faire le calcul, on prend la dose de morphine
à libération prolongée par 24 heures, on la divise par 2 et c'est approximativement la dose de fentanyl à libération prolongée qu'il lui faut. Ça c'était un exemple de rotation d'opioïdes chez un patient avec la technique de calcul de l'équivalence de fentanyl à la libération prolongée. Pour ce qui est des effets secondaires, les principaux effets secondaires sont la constipation. Il faut savoir traiter et anticiper le traitement des effets secondaires et les évaluer lors de chaque consultation parce qu'ils sont la cause du non-contrôle de la douleur parce que la plupart des patients, à cause des effets secondaires mal traités, ils vont abandonner le traitement. Alors, pour la constipation, c'est un effet secondaire quasi constant qui doit être toujours traité d'emblée. C'est pourquoi lorsqu'on commence la titration par morphine, d'emblée, on doit prescrire un laxatif osmotique ou bien sénoside ou bien à base de bisacodyl. Et bien sûr, si le patient est constipé plus de 3 à 4 jours, on doit faire un lavement rectal. Les effets secondaires, aussi les autres effets secondaires sont les nausées, vomissements. Ils vont disparaître en quelques jours par phénomène d'accoutumance. Pour les contrôler, on peut prescrire de la méthoclopramide, de l'halopéridol. La somnolence est peut-être dure, elle va s'améliorer avec le temps, elle aussi grâce au phénomène d'accoutumance, mais si elle est excessive, elle doit faire appel à est-ce que ce n'est pas un signe de surdosage. Le prurite, il est dose dépendant. On l'observe surtout lorsqu'on commence une titration par voie intraveineuse. Le traitement consiste à la réduction de dose ou bien à l'application de préparations mentholées ou bien d'antihistaminiques. L'hypersudation, elle est très gênante pour le patient. On peut la traiter par la scopolamine sous forme de patch, la cimétidine, l'indométacine. La rétention aiguë d'urine, elle va se présenter sur le plan clinique soit sous forme d'anurie, de dysurie, de miction incomplète ou de fuite par regorgement. Dans ce cas, on doit faire un sondage urinaire. Et bien sûr, la grande hantise des médecins, c'est la dépression respiratoire, qui est le grand mythe. Il faut savoir qu'une titration faite dans les normes prudemment, comme je viens d'expliquer, ne conduit jamais à une dépression respiratoire. Et selon notre expérience à l'unité de soins palliatifs de Casa, je vous assure qu'on n'a jamais eu de cas de dépression respiratoire suite à une titration ou bien à l'administration de morphine chez nos patients. Alors, pour conclure, la douleur cancéreuse nécessite une attention particulière des professionnels de la santé. Bien sûr, le traitement et la gestion de cette douleur reposent essentiellement sur la prescription des opioïdes qui présentent la pierre angulaire dans la gestion de cette douleur et tout passe à travers une bonne connaissance des molécules, de leur pharmacocinétique, de leur mode d'élimination qui va permettre de choisir le bon opioïde pour le bon patient au bon moment avec le bon suivi. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Soumia. Merci beaucoup pour cette très belle présentation, vraiment très riche. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, c'était vraiment intéressant, très instructif. Voilà, donc on n'a pas, voilà, il y a des remerciements qui passent là au niveau du chat. On n'a pas reçu de questions particulières, donc que des remerciements. Donc, Dr Sadio Kamara depuis le Mali, qui dit merci Dr Soumia pour ce bel exemple de suivi des patients non instruits sur la titration de la morphine. Donc, des remerciements. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il y a quelqu'un. Vous m'entendez? Il y a Asma, docteur Asma qui ne m'entend pas. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, je pense qu'Asma, c'est à son niveau. Hein. Il faut voir les baffes, je ne sais pas. Parce que là, normalement, on m'entend. Docteur Asma qui écrit, on n'entend que n'entend que Soumia. Mais moi, j'arrive à vous entendre. Ah oui, je pense que le problème est situé à son niveau. Voilà, mais moi, j'ai une question voilà, par rapport aux médicaments. Comment ça se passe? Est-ce que les patients ont une prise en charge, je ne sais pas, au niveau de l'État ou bien des mutuelles, ou bien les patients sont obligés d'aller payer la morphine dans les pharmacies, ou bien un système de production de la morphine en poudre, je ne sais pas. Comment ça se passe, l'expérience marocaine exactement? Alors, il y a des patients qui ont soit le RAMET, ou bien qui ont la mutuelle.
Pour les patients qui ont la mutuelle, bien sûr, ils doivent acheter le traitement et qu'ils doivent attendre qu'il soit remboursé par la suite. Et pour les patients ramédistes qui ont la carte Ramed, ils peuvent bénéficier de la morphine à libération et rapide et prolongée au niveau de l'hôpital gratuitement. D'accord, d'accord. Et pour les autres antalgiques aussi, c'est le même système. Non, c'est seuls les opioïdes qui sont disponibles à l'hôpital pour les patients ramédistes qui ont la carte Ramed. Les patients qui sont démunis, qui ont fait une carte qui s'appelle la carte Ramed. Hmm. D'accord. Donc, je pense que merci beaucoup, docteur Soumia. Je vous en Donc, prie. s'il y a pas d'autres questions, je pense qu'on va passer directement à la présentation de docteur Bouda, donc, sur la douleur neuropathique, donc du cancer. Donc, merci bien. Docteur Soumia, veuillez désactiver votre micro. Comme ça, docteur Bouda va prendre la parole. Docteur Bouda, vous m'entendez? Est-ce que docteur Bouda est avec nous? Donc, docteur Bouda, activez votre micro si vous m'entendez. Votre micro est toujours désactivé. On ne pourra pas vous entendre sans. Voilà, ça y est maintenant. Oui, docteur Bouda, vous m'entendez? Oui, docteur Bouda, vous avez la parole. Est-ce que les. Parce que moi, je n'entends pas la voix de docteur Bouda. Oui, vous avez la parole si vous m'entendez, vous avez la parole. Activez votre micro et votre caméra, docteur Bouda. Oui, mais on ne vous entend pas. Je ne sais pas, le problème c'est à mon niveau. Est-ce que Soumia, est-ce que vous entendez docteur Bouda? Le micro n'est pas activé. Docteur Soumia, réactivez votre micro et on n'entend pas docteur Bouda. Je pense qu'il faut réactiver votre micro. Il est réactivé, mais on n'entend pas. On n'entend pas docteur Bouda. Docteur Bouda,
Oui, docteur Ouda, il faut voir, même si le micro est activé, il faut voir au niveau de votre appareil qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si la présentation de docteur Asma est prête, le temps qu'on règle le problème technique avec docteur Ouda. Donc, désolé pour ce désagrément technique. Nous allons bientôt accueillir docteur Asma Al-Azhari pour sa présentation sur la douleur spirituelle, le temps que le problème technique soit résolu avec docteur Bouddha. Voilà, donc là, nous allons accueillir docteur Asma. Docteur Asma est déjà connecté. Allô, je vais mettre la présentation tout de suite. Alors, D'accord, je vais la mettre tout de suite. d'accord. Voilà, désolé pour les participants, ça arrive, c'est la technique. L'essentiel, c'est le contenu, le partage. Bientôt, tout sera mis dans l'ordre. Et s'il est possible, bien sûr, donc pour Docteur Bouddha de changer d'appareil, ça arrive. Tout à l'heure, j'avais le même souci avec mon appareil. Il a fallu que je change d'appareil quand on faisait le test juste avant le webinaire. Donc ça peut arriver. Ça prend un peu de temps pour que ça se télécharge. Oui, juste quelques minutes. Je pense que ça va finir tout de suite. Ouais, quelques secondes. Et puis, oui. Le fichier intitulé. Spiritualité. D'accord. C'est en cours de téléchargement chez vous, c'est ça? Oui, docteur Asma, c'est en cours de téléchargement?
Exactement, oui. On voit la douleur, oui. Donc, il faut activer le micro maintenant. Oui, docteur Asma Alezari, vous êtes là? Activez le Oui, micro et la oui, caméra, il s'il est vous plaît. activé le micro. Voilà, Ouda, désactivez votre micro, s'il vous plaît, docteur Ouda. Et la caméra, votre caméra n'est pas activée, docteur Asma. Donc, nous allons accueillir docteur Asma Alezari. D'accord, je ne vais pas l'activer pour optimiser la connexion en La fait. bande passante, oui, d'accord. Voilà, donc nous D'accord. allons accueillir docteur Asma Lazari, qui est responsable de l'unité des soins palliatifs, donc au niveau du CHU Bounrouchoud, au centre Mohamed VI pour le traitement des cancers à Casablanca au Maroc. Nous allons l'accueillir, elle va nous traiter le sujet sur la douleur spirituelle, une douleur à part entière. Et Alors, nous merci. remercions encore à nouveau vraiment toute l'équipe pour la disponibilité précieuse et l'acceptation d'animer ce webinaire. Voilà, merci. Vous avez la parole, docteur Asma. Oui, alors merci, Dr Soumeila Aboubakar, de nous avoir invités pour partager avec vous quelques notions sur les soins palliatifs. Donc, moi, je vais vous parler d'un sujet qui est bien loin des préoccupations quotidiennes des médecins qui sont habituellement faites de pression sur les horaires, de consultations, de soucis sur les décisions thérapeutiques, etc. Qui est la spiritualité et la douleur spirituelle chez des patients qui sont atteints de cancer. Eh bien, il faut dire que ce sujet touche nos patients de façon si importante qu'il peut en influencer son choix par rapport au traitement, ses décisions tout au long de la maladie et du traitement et sa relation avec l'équipe soignante. Il faut dire qu'actuellement, ce sujet fait l'objet de plusieurs publications, surtout quand il s'agit de spiritualité et cancer. Et donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de partager avec vous quelques notions sur la spiritualité et vous fournir quelques outils que vous pourrez utiliser dans votre pratique quotidienne. Mais avant, laissez-moi vous rappeler que la douleur, surtout dans son expression chronique, est une expérience très complexe et multidimensionnelle. Donc, selon euh, l'Association internationale de l'étude de la douleur, il s'agit d'une expérience sensorielle et émotionnelle associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Alors, l'intérêt de cette définition, c'est qu'elle reconnaît l'existence de la douleur, même en l'absence de démonstration de preuves de lésions tissulaires. C'est-à-dire que même si l'on ne peut pas prouver le désordre tissulaire qui est à l'origine d'une douleur, nous devons croire en la douleur du patient. Ou bien, même si ce qu'on retrouve sur le plan radiologique, la lésion qu'on retrouve sur l'imagerie radiologique, elle n'est pas proportionnelle, on va dire, en taille par rapport à l'expression, l'intensité exprimée par le patient, eh bien, il faut croire en l'intensité exprimée par le patient parce que justement, et surtout dans le cas du cancer, la douleur est une douleur totale. C'est-à-dire, alors, le concept de douleur totale, c'est un concept qui a été introduit par Cicely Saunders et qui est la fondatrice des soins palliatifs et qui dit que la douleur, justement, chez un patient atteint de cancer est une douleur totale. C'est-à-dire, il y a une composante psychologique, il y a une composante physique, d'accord? C'est-à-dire une composante physique, la lésion osseuse, viscérale ou l'infiltration d'un plexus nerveux, etc. C'est une douleur spirituelle et c'est une douleur sociale aussi. Et donc, cette composante-là vont interréagir et c'est la quantité de chaque composante qui va décider de l'intensité de la douleur ressentie par le patient.
Par exemple, pour la douleur physique, donc bien entendu, la prise en charge, elle doit être holistique pour réussir à traiter la douleur. Donc, pour une douleur physique, donc nous avons l'habitude de la diagnostiquer par imagerie, pour identifier la lésion responsable de la douleur. On évalue l'intensité par une échelle visuelle analogique, numérique, verbale, et bien sûr, nous avons tout un arsenal dentalgique pour la traiter. Pour la douleur psychologique, donc d'habitude, elle est manifestée sous forme de dépression, sous forme d'un trouble d'angoisse. Il y a plusieurs échelles qui nous permettent, dans le cas du cancer, d'en évaluer la sévérité, comme l'échelle de la HATS, et nous disposons de plusieurs anxiolytiques, antidépresseurs, ou tout simplement nous pouvons inviter le patient à suivre une thérapie pour traiter cette douleur. Les assistants sociaux aussi, ils jouent un rôle très important en soins palliatifs parce que ils vont évaluer l'entourage du patient, ses revenus, etc. et essayer d'y remédier si le patient souffre de problèmes par rapport à sa communauté ou ses revenus financiers. Mais la douleur spirituelle, comment est-elle exprimée par le patient? Est-ce qu'on peut la diagnostiquer? Est-ce qu'on peut l'évaluer? Peut-on la mesurer? Peut-on la prévenir? Peut-on la traiter? Et puis d'abord, c'est quoi la spiritualité? Eh bien, la spiritualité, c'est un phénomène humain de base qui aide à créer un sens à la vie et se caractérise par des valeurs en relation avec soi-même, les autres, la nature et la vie. Elle peut faire partie d'une religion institutionnalisée, mais les deux ne sont pas synonymes. Dans notre contexte, ça va être la façon dont le patient va regarder sa vie, ses valeurs, sa quête à la recherche d'un sens à sa maladie, au bien-être et sa propre mort. Selon la NCCN, donc c'est la relation que les gens entretiennent avec une force ou un pouvoir au-delà d'eux-mêmes qui les aide à se sentir connectés et à enrichir leur vie. Mais cet état d'enrichissement et de croissance personnelle et de bien-être spirituel ne va pas être constant tout au long de la vie des patients. Par exemple, le diagnostic du cancer va être pour les uns une opportunité pour une profonde introspection orientée vers le renforcement de leur bien-être spirituel, mais pour d'autres, elle va être à l'origine de plusieurs questionnements et de doutes qui le feront douter en tout ce qu'ils ont cru jusqu'à maintenant en les faisant plonger dans une vraie détresse spirituelle. Une détresse spirituelle alors ou une douleur spirituelle, c'est une crise au sens d'un changement subi qui se caractérise par un éclatement de l'identité spirituelle. Elle va remettre en cause les valeurs vécues par le patient et va interrompre toute recherche d'un sens pour la vie et va aussi remettre en cause toutes les valeurs que le patient donne à sa propre dignité. Le patient commence alors à se poser des questions. Je ne suis plus rien, je n'ai pas de rôle, je ne suis pas aimé. Il pense qu'il est une charge pour les autres. Euh, il ne sait plus distinguer de ce qui est mal, de ce qui est bien. Il se sent trahi, il n'a plus de confiance. C'est une perte de valeur. Donc c'est une perte d'identité, c'est une perte de valeur. Elle peut se traduire aussi sous forme d'une perte de transcendance parce que le patient, toutes ses croyances, sa foi, n'ont plus de sens pour lui. Et puis vient cette question fatidique que tous les patients se posent quand ils sont diagnostiqués d'un cancer au moment du diagnostic, au moment où on leur annonce le diagnostic du cancer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends plus rien. Mais pourquoi moi? C'est une perte de sens. Alors vous vous imaginez souffrir sans trouver de sens à cette souffrance? Alors c'est ce qu'essaie d'expliquer Viktor Frankl à travers son ouvrage Man's Search for Meaning, l'homme à la recherche d'un sens. Alors, et il dit, et je cite, Man is not destroyed by suffering, he is destroyed by suffering without meaning. Ça veut dire que l'homme n'est pas détruit par la souffrance, mais il est détruit par une souffrance dépourvue de sens. Alors, Viktor Frankl est un psychanalyste, psychiatre autrichien
qui a été victime des camps de concentration de l'Holocauste et le seul survivant de sa famille. Et donc, il a beaucoup écrit sur le sens existentiel de l'être humain. Et à travers cet ouvrage en plus, il a beaucoup réflexionné sur notre conscience spirituelle. C'est pour ça que moi, personnellement, je considère que la lecture de cet ouvrage est vraiment obligatoire pour tout paléontologue. Alors, selon Viktor Frankl, la transcendance est une caractéristique inhérente à l'homme qui va le pousser à se connecter avec ce qui est plus grand que ses propres besoins et ses préoccupations, et au travers de cette démarche, trouver un sens à sa vie. Donc, les concepts qui sous-tendent cette approche, c'est le sens de la vie a un sens et ne cessera jamais d'en avoir, la volonté de chercher un sens, c'est-à-dire que ceci est un instinct, et c'est un instinct de base, une motivation, un désir de base de retrouver un sens à la vie, et le freedom of will, c'est-à-dire la liberté à rechercher ce sens. Donc pour Viktor Frankl, une douleur ou une détresse spirituelle, ce n'est pas seulement un éclatement de l'identité, etc., mais c'est renoncer à la démarche en elle-même, à l'ouverture et au développement de soi. Mais vous savez, les choses ne sont pas aussi claires pour nous les soignants. C'est-à-dire qu'on a du mal à définir tous les concepts qui peuvent réunir les concepts qui peuvent définir la spiritualité chez un patient. Mais il y a une chose dont on est vraiment sûr et que les études ont démontré, c'est que la spiritualité, vraiment, elle est en corrélation avec la qualité de vie, la satisfaction à l'égard des soins prodigués et la prise de décision tout au long d'une maladie qui est potentiellement mortelle, comme le cancer. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le concept de qualité de vie, il réunit plusieurs concepts. Des concepts qui ont une connotation purement médicale et des connotations qui ont un sens purement moral. Donc, selon l'IRTC, donc c'est l'Institut de recherche européenne de cancer, la qualité de vie chez un patient atteint de cancer, comme je vous avais dit, donc elle dépend de connotations d'ordre purement médical. Donc, par exemple, l'effet de la maladie et ses traitements, la relation avec l'équipe soignante, etc. Mais aussi, donc, de connotations d'ordre totalement moral et philosophique, comme la satisfaction du patient par rapport à la vie en général, son contexte culturel et système de valeurs, les standards fixés par la société dont il vit, etc. Parce qu'en fait, un patient qui est atteint de cancer, ou n'importe quel patient, ou n'importe n'importe quelle personne ne vient pas du néant. Dans le cas du patient atteint de cancer, avant qu'il ne tombe malade, eh bien, il a été, depuis sa naissance, en permanente interaction avec son entourage, sa société, sa communauté. Il va avoir son propre système de valeurs qui va être imposé par la culture dont il vit, ses attentes, ses objectifs dans la vie, un sentiment personnel par rapport à la vie, et donc plusieurs facteurs qui vont influencer sa spiritualité. C'est-à-dire des facteurs qui vont faire qu'il ait un état spirituel de base. Et cet état spirituel de base est très déterminant parce qu'il va se passer par la suite, parce qu'il va être le point de départ pour toute une trajectoire spirituelle qui va être caractérisée pendant la maladie par son degré d'autonomie, son degré de dépendance, l'effet secondaire des traitements, les symptômes contrôlés ou mal contrôlés de la maladie, comment se développe sa relation avec son équipe soignante, enfin, plusieurs facteurs qui vont interagir et faire qu'il ait un troisième état spirituel au moment de guérir, au moment où il va guérir du cancer et va poursuivre sa vie autant que survivant du cancer, mais aussi un état spirituel très caractéristique au moment où il va affronter sa mort à cause du cancer. Donc cette théorie-là de l'état spirituel de base, c'est une théorie que nous avons développée, le professeur Benedict et moi, qui a été publiée récemment dans un livre sur la culture et la religion et la spiritualité chez les patients atteints de cancer.
Vous savez, rien dans la vie et dans la réalité ne se passe d'une façon aussi linéaire, d'accord? Parce que il y a des patients que l'on voit dont les symptômes sont bien contrôlés, qui n'ont aucun souci financier et pourtant ils vivent dans une vraie détresse spirituelle. Il y a aussi des patients qui souffrent du point de vue financier, dont les symptômes ne sont pas bien contrôlés et pourtant ils sont vraiment très paisibles. Il y a des patients qui n'ont aucun souci et qui sont paisibles aussi. Enfin, il n'y a pas de règle générale. Et moi, donc, je me demande, est-ce qu'il y a d'autres facteurs au-delà de contrôle des symptômes, au-delà de la relation avec l'équipe soignante, qui distingue des patients des autres, donc, et qui nous conditionne notre façon de confronter l'adversité de la vie en général. Donc, pour beaucoup de patients, donc, il y a la religion. Donc, beaucoup de patients vont s'affairer à la religion. Et donc, ils vont utiliser la religion pour s'élever à des niveaux de tranquillité et de paix qui vont leur permettre de souffler un petit peu de la peur et l'anxiété générée par la maladie. Donc, la religiosité est un terme philosophique et sociologique, et la religiosité de chaque individu est caractérisée par et définie par son appartenance et croyance religieuse, ainsi que sa participation aux rituels et activités de l'une des religions traditionnelles. Donc, au travers de la religion, chacun de nous donc va essayer de consolider et véhiculer sa relation avec le divin, donc, et tous, donc, à travers la prière, à travers la lecture d'un verset de la Torah, de la Bible ou du Coran, ou encore à travers le jeûne, nous allons essayer d'être écoutés et cernés par la miséricorde du divin. Donc, dans ce sens, donc, l'adaptation religieuse chez les patients atteints de cancer va dépendre de 4 éléments. Son état spirituel de base, les attentes du patient par rapport à l'adaptation religieuse, c'est-à-dire qu'est-ce que j'attends de Dieu quand je prie, quand je jeûne, quand je lis le Coran, la qualité de vie et le bien-être spirituel pendant la maladie, et comment le patient va percevoir et interpréter les résultats de son adaptation religieuse, c'est-à-dire comment Dieu a-t-il répondu à mes attentes, suis-je satisfait, en somme l'interprétation que le patient va donner à la succession d'événements positifs ou négatifs qui vont avoir lieu pendant la maladie. Donc, de cette façon-là, nous aurons 2 types d'adaptation religieuse. Une adaptation religieuse négative, qui est caractérisée par une insécurité, une attitude d'évitement, euh, euh, parce que le patient se sent abandonné ou bien il se sent puni. Des fois, c'est même pas une attitude d'évitement, mais c'est une pratique frénétique de la religion, des gens qui prient beaucoup et de façon exagérée parce que au fond, ils se sentent coupables et ils se sentent punis. Et nous avons l'adaptation religieuse positive, donc qui n'est pas conditionnée en fait par la disparition des événements ou les événements négatifs ou les symptômes incontrôlés, mais elle est conditionnée par la foi en Dieu et donc elle va aider les patients à gérer de façon positive les événements négatifs de la maladie. Il a été vu aussi, donc, et les études l'ont prouvé, que l'adaptation religieuse est un moyen de support pour les traitements spécifiques du cancer. Elle est associée à une meilleure qualité de vie et du bien-être spirituel. Et il y a aussi une corrélation négative avec la perception de la douleur. En fait, elle ne dépend pas, comme j'ai dit, de la disparition des symptômes et des effets négatifs, mais elle dépend de la foi en Dieu parce que le patient, depuis son diagnostic, il s'accroche fermement au principe de la confiance en Dieu. Il se laisse aller, d'accord? Il lâche prise. Et c'est ce qu'on appelle dans la religion musulmane le principe de l'tawakkul, c'est-à-dire qu'il lâche prise et en faisant totalement confiance à Dieu, indépendamment du dénouement final de sa maladie. Mais pour que le patient lâche prise et se laisse aller, il ne doit pas y avoir
il ne doit pas y avoir un grain de détresse spirituelle. C'est-à-dire que vraiment, c'est très complexe. On ne sait pas ce qui précède avant, c'est l'œuf ou la poule, ou c'est l'œuf ou la poule. C'est comme le cas de la religion, la spiritualité. Mais la spiritualité, en réalité, précède la religion parce qu'on l'a vécu bien avant de la religion. Par exemple, dans le cas de l'islam, le prophète Mohammed, avant de recevoir le message divin, eh bien, il partait à la montagne et il méditait. Cette méditation-là, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. Donc, depuis le temps des temps, la spiritualité précède la religion. Donc, comme je vous ai dit, donc le patient doit être en total bien-être spirituel pour qu'il puisse utiliser la religion de façon positive. Donc, d'où l'importance de prévenir donc la douleur spirituelle ou prévenir la détresse spirituelle. Donc, alors, comment on prévient la détresse spirituelle? Eh bien, à travers une anamnèse spirituelle. Donc, une anamnèse spirituelle qui va analyser les besoins spirituels du patient. Elle va nous permettre de le connaître en profondeur et interagir avec lui spirituellement. Donc, c'est une anamnèse qui vient compléter l'anamnèse médicale. Donc, il y a plusieurs questionnaires, mais dans la pratique quotidienne, on ne les utilise pas. J'ai mis ici le FACIT-SP. Donc, il y a d'autres méthodes, donc, comme le SPIR. Donc, c'est 4 questions. C'est une méthode basée sur 4 questions. Quel rôle donnez-vous à la spiritualité ou la religion dans votre vie? Êtes-vous intégré dans une communauté spirituelle ou religieuse? Le rôle que vous voulez donner à vos soignants dans le domaine de la spiritualité, etc. Il y en a qui considèrent que 2 questions sont suffisantes pour dépister une détresse spirituelle. Êtes-vous particulièrement religieux ou intéressé par la spiritualité? Qu'est-ce qui vous aide le plus quand les choses sont difficiles, etc. Mais vous allez me dire comment on peut passer d'une anamnèse purement médicale à une anamnèse purement, purement médicale. Parce qu'il ne s'agit pas de poser 2 ou 4 questions ou soumettre un questionnaire comme ça à un patient. Il faut savoir aborder la spiritualité avec le patient parce que ceci va engager des conversations bien profondes avec le patient. Et donc, il faut qu'on ait certaines habilités pour ça. Alors, pour pouvoir aborder la spiritualité avec un patient, il faut d'abord reconnaître la dimension spirituelle autant que personne. C'est-à-dire avant de la reconnaître autant que médecin ou autant que soignant, en général, autant qu'infirmier, autant qu'assistant social, autant que psychologue, autant que personne. Nous devons reconnaître cette dimension spirituelle, c'est-à-dire cet endroit secret en nous où l'on se pose plusieurs interrogations, plusieurs questions. Et c'est justement là, ces interrogations qui nous lient intimement les uns aux autres et nous permettre de reconnaître la dimension spirituelle et plus que ça, reconnaître la dimension spirituelle des soins et faire qu'elle soit présente dès le moment du diagnostic, parce que ce moment va être déterminant par rapport à la spiritualité des patients, parce que la façon dont on annonce le diagnostic est vraiment décisif par rapport au vécu du patient, par rapport à sa maladie. Alors, en plus, il faut identifier des moyens habiles. Par exemple, il faut, autant que paléontologue ou tant que personnel soignant qui travaille avec des patients atteints de cancer, il faut faire l'exercice de réfléchir sur sa propre mort. C'est-à-dire se représenter quelle serait notre priorité s'il nous restait 6 mois à vivre, 6 semaines, 6 jours à vivre. Il faut aussi identifier ce qu'appelle la psychoncologue, la mère de la psychoncologie Kubler-Ross, ce qu'on appelle les unfinished business, les affaires non réglées, rester en souffrance, se pardonner une parole, un acte, mettre ces affaires non réglées à la lumière de son corps, y réfléchir et essayer de se les faire pardonner. Il faut explorer ses propres ressources pour éviter l'épuisement. Donc, il y a plusieurs façons de se ressourcer. Chacun aura sa façon de se ressourcer pour
éviter l'épuisement. Et puis, il faut entraîner nos esprits à se retourner vers l'intérieur, là où germe l'identité spirituelle. Donc, cette démarche peut être faite à travers d'un rituel religieux ou pas, à travers une méditation, à travers un moment de solitude où on se retire à la recherche dans son intérieur de ce qui ne meurt pas. Et puis aussi, il y a plusieurs dimensions pratiques auxquelles il faut faire attention. Il faut faire attention à l'environnement de la consultation. Il faut être habile en matière de communication verbale et non verbale. Il faut déployer une écoute très active pour identifier tous les besoins du patient, que ce soit physique, psychologique ou spirituel. Il faut encourager le patient à s'ouvrir à la narration et j'insiste, il faut s'entraîner à une pratique rituelle, comme j'ai dit, qui peut être faite à travers de la méditation, à travers d'un rituel religieux ou autre. Donc, chacun peut avoir sa propre façon. Et puis, très important, c'est l'éveil à la compassion. Et la compassion ne peut pas être authentique s'il n'est pas actif. D'accord? Il y a deux moyens qui peuvent nous entraîner à la compassion. Premièrement, reconnaître que les autres personnes, les patients ont le même droit que nous d'être heureux et la même peur de la souffrance, et puis essayer d'imaginer ce que nous pourrons ressentir si nous sommes en train de vivre la même chose que ce que vit le patient, c'est-à-dire se mettre à 100% à la place du patient. Donc, si vous réussissez à travailler votre spiritualité, à reconnaître la dimension spirituelle du soin, à vous éveiller à la compassion, à travailler votre communication avec le patient, eh bien, non seulement vous pourrez aborder la spiritualité avec le patient, mais aussi, laissez-moi vous dire que vous êtes déjà dans le soin spirituel. Car en somme, c'est quoi le soin spirituel? C'est d'abord contrôler les symptômes physiques. C'est que le patient sente une présence soutenante auprès de lui, lui tenir la main, rire avec lui, prier, la capacité d'écoute, écouter activement le patient et puis faciliter son expression religieuse et son expression spirituelle. Au jour d'aujourd'hui, les palliatologues, nous savons que, à part les moyens médicamenteux et non médicamenteux dont on dispose pour soulager une douleur ou transiter une fin de vie, la technologie la plus avancée dont on dispose, c'est la communication et l'accompagnement. Il faut savoir aussi, c'est que quand on prévient et on soigne la douleur spirituelle du patient, ceci va nous aider à soigner de façon rétrospective, à soigner notre propre intérieur. Et nous ne pouvons pas aider un patient à s'apaiser spirituellement s'il n'en a pas déjà travaillé sur notre propre spiritualité et notre propre intérieur. Donc, rien ne se perd, c'est un cercle, tout se transforme. Donc, en donnant de la compassion, un peu de compassion ou beaucoup de compassion, on sera tous gagnants. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Asma. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, docteur Boubacar. Voilà, merci beaucoup, docteur Asma, pour cette présentation très intéressante qui aborde vraiment un sujet incontournable, indispensable. Et ça nous rappelle un peu la définition de la santé proposée par l'OMS, parce que la santé n'est pas en résumé seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, mais c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc, ces choses, on ne peut jamais réussir à traiter nos maladies tant qu'on ne tient pas effectivement compte de ces aspects qui ne sont pas forcément traités par des moyens médicamenteux. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ces précisions. Nous avons reçu une question en rapport avec votre présentation. Ça vient de Sadio Kamara qui dit quelles peuvent être les difficultés pour aborder la spiritualité avec un patient non croyant. En fait,
Je dirais peut-être une bêtise, mais je pense que les patients athées sont les plus faciles à aborder du point de vue spirituel. Voilà. En fait, la spiritualité, comme j'ai expliqué, elle précède la religion. C'est-à-dire que euh, euh, le patient peut ne pas être pratiquant, avoir une religion quelconque et être très, 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 très paisible spirituellement. Parce que la spiritualité, elle dépend beaucoup de ce que le patient a vécu avant sa maladie. Son travail, sa relation avec sa famille, ses objectifs, est-ce qu'il atteint ses objectifs dans la vie, etc. Donc, sauf qu'il y a une partie des personnes qui ont une religion quelconque et donc ça se chevauche entre eux. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de patients qui ont une religion, qui sont pratiquants et pourtant qu'on a du mal à aborder la spiritualité et qui présentent des traits spirituels. C'est-à-dire que il faut, euh, à mon sens, euh, pratiquer ce qu'on appelle, Monsieur Camara, ce qu'on appelle la résonance émotionnelle. Essayer de raisonner émotionnellement comme et spirituellement comme résonne notre patient. Alors, quand on met sa blouse blanche, euh, bah nous, beaucoup de fois, on met pas de blouse blanche. Docteur Boubacar pourra le confirmer parce qu'il a fait un stage avec nous dans le temps. Ou bien quand on rentre dans notre consultation, on oublie qui nous sommes. Dans le sens où euh, j'essaie de ne pas utiliser mon système de valeurs, mais celui du patient. Et donc, et c'est grâce à ça, et donc, et avec beaucoup de compassion, avec un éveil important à la compassion, que nous pourrons nous mettre exactement dans la peau de l'autre. Et voilà. Et donc, parce que en fait, la compassion, elle nous libère de toute menace de jugement. Et quand on est libéré de toute menace de jugement, on se sent libre, on lâche prise, on prend la main du patient et il lâche prise à nos côtés. Voilà. Donc c'est très difficile, c'est des exercices qui sont très difficiles, mais je pense qu'avec avec de l'expérience et il faut s'entraîner aussi à être sincère avec soi-même pour pouvoir être sincère à l'égard de la vie en général et à l'égard des personnes, à être authentique. Et c'est grâce à ça que vous pouvez développer beaucoup de compassion. Et comme je vous ai dit, le secret du bonheur et le secret de la paix en général, c'est la compassion vis-à-vis des autres. Donc voilà, j'espère avoir répondu, ne serait-ce D'accord. que partiellement à votre réponse. D'accord. Merci beaucoup, docteur Asma, effectivement, pour cette réponse. Effectivement, je confirme ce que vous venez de dire. Et donc, j'ai eu vraiment à faire un stage, une formation dans votre centre. Et c'était vraiment une belle expérience. Oui, parce que c'est une autre forme de médecine et qui est nécessaire. Donc, en tant que spécialiste en neurologie, qui est dans le domaine de beaucoup de pathologies chez nous et qui nécessite un suivi à vie. Donc, d'où la notion des soins palliatifs à avoir vraiment dans sa formation. Merci beaucoup d'ailleurs pour l'accueil dans votre service en 2017. Donc, il y a une autre question. Essani Aïcha, donc du Maroc, qui pose la question, comment faire pour améliorer notre spiritualité? Je ne sais pas, elle a posé la Oui, question en oui, tant oui. que Alors, médecin ou bien c'est par rapport aux malades. oui, Donc, c'est oui, ça. je pense autant que personne, moi je l'avais dit, Hmm. il faut d'abord reconnaître la dimension spirituelle. Il faut reconnaître que chacun de nous, il a un espace secret en soi auquel il doit se retourner de temps en temps. C'est-à-dire que moi, je le dis toujours aux personnes qui travaillent avec moi ou que j'ai formées, on ne peut pas aller dans la vie et ne pas s'arrêter de temps en temps et de méditer, de se retourner vers l'intérieur. C'est-à-dire, il faut, comme j'ai dit dans la présentation, il faut entraîner nos esprits à se retourner vers l'intérieur, là où germe l'identité spirituelle. Pour les croyants en Dieu, n'oublions pas que dans notre intérieur, donc quand je dis se retourner vers l'intérieur, c'est-à-dire se retourner vers Dieu.
Parce que Dieu, comme on dit, il y a un verset du Coran qui dit Inna Allah aqrabu ilayna min hablil warid. Il y a d'autres versets de la Torah et de la Bible qui veulent dire la même chose. C'est-à-dire qu'il faut se retrouver. Quand on se retrouve avec nous-mêmes, on est apaisé et on comprend le sens de notre existence. Et à ce moment-là, que vraiment on peut améliorer notre spiritualité et aider les patients. Ce n'est pas un exercice facile, c'est-à-dire que euh, il faut vraiment travailler là-dessus. Moi, je vous dis, si je n'aurais pas été palliatologue, peut-être que je n'aurais jamais pu travailler sur ma spiritualité. Mais le fait de vraiment côtoyer des patients euh, qui sont en situation terminale, qui sont en situation palliative avancée, nous a poussé à vraiment réfléchir tous les jours sur notre existence. Et donc, voilà, donc ça, c'est un travail qui se fait tous les jours à Isha. Donc, voilà, c'est un travail qui se fait tous les jours. Et D'accord. puis, il y a aussi des ateliers sur la spiritualité. Il y a des ateliers sur la spiritualité. Bien sûr, nous, en tant que palliatologue, moi, personnellement, j'avais assisté plusieurs fois. Donc, et voilà, donc, mais c'est un exercice qui se fait tous les jours, tout moment. Et il faut le vouloir aussi. Il faut le vouloir. D'accord. Merci beaucoup, docteur Asman, pour cette réponse. Donc là, c'est des remerciements que je vois. Donc voilà, c'est vraiment des remerciements. Les gens sont contents du thème et la façon aussi d'aborder les différents aspects spirituels. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que d'autres centres se sont développés au Maroc, mis à part le centre de Casablanca, du CHI Ibn Rushd? Ah oui, Voilà, est-ce oui, qu'il oui, y oui. a, il y a des tentacules? Est-ce qu'il y a des métastases Oui, il y a des à métastases partir de partout. Casa? Oui, il y a FS. Donc, je partirai la semaine prochaine pour, bon, qui fonctionne déjà. Donc, lundi, je partirai pour D'accord, former encore une fois l'équipe de FAS, pour faire une mise à jour. Il y a une équipe à d'accord. Meknes qui fonctionne. Il y a une équipe à Oujda. Il y a une équipe magnifique à Bni Mellel. Je pense que le médecin, il est Ouais. connecté, qui fait et la consultation et les visites à domicile. Je pense que j'ai oublié personne. Voilà, donc Casablanca, D'accord, Meknes, Fès, Bni Mellel, Oujda. d'accord, Ouais. d'accord. À Ah oui, Casablanca, il y a deux unités maintenant. Il y ah, a deux d'accord. unités. Il y a la Ah, nôtre, il y ça, a une autre unité qui est fonctionnelle, oui. en dehors de Bounrouchoul, c'est ça? En dehors de Blue qui est totalement autonome. Ah, c'est bien. Donc, il y a Acha Sani qui pose la question, est-ce qu'à Rabat, il y a un À centre? Rabat, non, non, pas encore. Il y D'accord, en avait une, mais qui ne fonctionne plus. d'accord. Heureusement que Casa n'est pas très loin de Rabat, donc le tour est rapidement joué, quoi. Et qu'à Oujda, très loin, on a une unité, c'est déjà une bonne chose. Peut-être que les futurs centres vont concerner Dakhla, un peu plus loin vers la Mauritanie, la Oui, frontière. on est censé avoir une unité de soins palliatifs dans tous les centres de cancérologie. C'est ce qui va se faire dans le futur. Il y en a Hmm. une qui va démarrer à l'Ayoun bientôt. À la Réunion, ailleurs. Oui, oui, Ouais, tout à fait. Au niveau du même axe, quoi, que vers Dakhla. oui. D'accord. Donc, il y a des remerciements toujours. Merci beaucoup, Asma, pour ton témoignage. C'est grâce à vous. Je pense que c'est un de vos médecins voilà, qui vous remercie. Voilà. Donc, merci beaucoup, docteur Asma, pour cette présentation. Je C'était sais pas vraiment un si le plaisir. problème avec Houda s'est réglé ou pas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, on attend Houda. Je ne sais pas si. Je pense pas. D'accord. Si elle est là, Houda nous entend, elle peut activer. Ben, elle est Houda? animatrice. Son micro est Oui. coupé, il faut activer son micro. Je le vois qui est désactivé. Oui, elle peut. Si elle est Ma- là, elle peut. Attendez. Hmm. Oui, normalement, son micro est activé, hein. Le micro de Dr. Ouda est activé. Donc, Non, elle ben, on peut. n'entend pas. Oui, c'est activé. Dr. Ouda, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Visiblement, c'est activé. Mais est-ce que c'est opérationnel? Elle dit oui, à mon niveau, il est activé. Donc, à son niveau, le micro est activé. Mais nous, on n'entend rien ici. Apparemment, le thème sur la douleur neuropathique aujourd'hui.
semble un peu difficile, compliqué. Peut-être qu'on va prévoir un autre webinaire pour ça. Si on n'arrive pas, ben, on va la laisser on va le laisser, on va prévoir un autre. De toutes les manières, pour les participants, et Soumaïla pour toi aussi, D'accord, on va essayer d'organiser un masterclass en soins palliatifs. Très d'accord. probablement, il va avoir lieu en novembre, Une très étalé bonne sur idée. 2 jours, une formation très intensive Une très bonne où on va idée. parler de contrôle symptomatique des grands symptômes en soins palliatifs. Donc, D'accord, dès que j'aurai le programme, donc je vais le diffuser. Donc, même pour nos amis en Afrique, ils peuvent y participer s'ils veulent. Donc, d'accord, voilà. avec plaisir, bien sûr. Mm. Avec plaisir. D'accord. Donc, nous attendons impatiemment ces informations qu'on va diffuser sur tous nos canaux. Oui. Donc, pour que ceux vraiment qui sont Pour intéressés, les gens, pour les gens, ils demandent l'enregistrement. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous l'écrire? Comme ça, je le diffuse sur WhatsApp. effectivement, l'enregistrement, oui. Donc, le webinaire enregistré, il sera aussi en ligne sur la chaîne YouTube du Repremaf. D'accord, il faut juste nous Oui, écrire. oui. Si tu peux me l'envoyer par WhatsApp, comme ça je diffuse sur le groupe, mon groupe. Exactement. Une fois finalisé, je vais vous envoyer le lien. D'accord, d'accord. Avec plaisir. Donc, Il n'y Docteur a pas Ouda, de chance toujours avec pas. Bouddha, donc Docteur Ouda, toujours pas possible, hein, apparemment. Elle dit, je n'ai toujours pas la main. Elle est déjà animatrice. Normalement, tout doit oui, elle bien est se passer. animatrice, oui. Je ne sais pas ce qui se Ah passe. oui, on n'a même pas besoin d'activer quoi que ce soit. Hmm. Oui, ça arrive souvent. C'est en rapport avec les supports ou bien souvent une autre application ou bien un logiciel sur sa machine qui est incompatible avec la plateforme. Peut-être, peut-être. Ça peut arriver. Oui. Peut-être, oui. Ben, Ce fut vraiment un plaisir. Merci beaucoup, docteur Asma. ok, Merci merci à beaucoup, tous les docteur Soumia. participants. Et Hmm, docteur Ouda aussi, merci. merci. Merci à toute l'équipe. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, docteur Asma, avant de conclure. Ben, moi, comme mot de la fin, j'invite tout le monde à s'inscrire dans toutes les formations de soins palliatifs, là où elles sont disponibles, parce qu'il faut D'accord. développer ce créneau. Et on serait vraiment très heureux de collaborer avec nos confrères africains, de faire des formations ou quoi que ce soit. Donc, toi, bon, tu as le relais. Si vous avez Exactement. pour de futures collaborations, vraiment, on serait très content de les faire. Et voilà. Et voilà. Exactement. Effectivement, il y a des centres de cancéro, d'oncopédiatrie, ainsi de suite. Oui, que c'est en tout cas en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, à Dakar, un peu partout. D'accord, on va diffuser, relayer vraiment les informations et développer vraiment cette collaboration sud-sud. Exactement. Ouais. Alors, pour Voilà. les gens qui demandent pour les liens d'inscription aux soins palliatifs, donc, dès qu'il y a quelque chose, moi, je t'envoie ce mail-là et toi, tu diffuses bon, sur ton réseau. D'accord. D'accord, avec plaisir. Oui, des questions dans le chat qui demandent le replay. Oui, le replay sera disponible bientôt, effectivement dans la semaine. Et puis, on va partager ça avec Dr Asma, donc qui va aussi, elle à son tour aussi, partager ça avec le réseau au niveau du Maghreb. Et ça va être aussi disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, donc le temps de faire le montage et tout ça. D'accord, merci beaucoup. Merci, docteur Merci, Asma. Merci Soumaïla, à tous les merci à tous. participants. Ce fut vraiment un plaisir, vraiment, et merci pour l'acceptation d'animer donc ce webinaire. Merci à toi, Soumaïla, merci. Voilà, merci beaucoup. Au revoir à tout le Et au monde revoir à et bonne tous. Au soirée. revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au au revoir.